Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice. On va parler bien sûr justice des mineurs, prison, lutte contre le narcotrafic, lutte contre le terrorisme. On va parler politique aussi. Je ne sais même pas s'il ne faut pas que je vous cite comme ministre de la Justice et candidat à l'élection de 2027. C'est de moins en moins caché. Ah non, non, je suis ministre de la Justice à plein temps, mais par ailleurs, je m'intéresse évidemment à l'avenir de mon pays. On va y revenir bien sûr. Je voudrais qu'on parle d'abord de la justice des mineurs et vous lire cette lettre des parents d'Elias. Elias aurait dû avoir 15 ans le 14 février 2025. Il n'aura jamais 15 ans. Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats, de ressusciter les disparus, mais nous leur demandons de protéger les vivants. Vous faites 6 propositions, en plus des modifications qui ont été apportées hier sur la justice des mineurs. Est-ce que ces propositions auraient pu empêcher la mort d'Elias ? D'abord, j'ai reçu les parents d'Elias, par respect envers le drame incroyable qu'ils subissent. Quand on est père et mère de famille, père d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible au monde. Et si leur fils est mort, c'est que l'État, la France, n'a pas su le protéger. Et je pense qu'il faut dire les mots sur les choses. Et je leur ai dit comme je vous le dis. Je pense que la modification de notre droit, de notre façon de gérer les mineurs délinquants, pourrait permettre d'éviter ce genre de drame. En effet, il n'y a pas de risque zéro, évidemment. Tous les pays du monde et les pays européens connaissent cette augmentation de violence des mineurs. Mais oui, je pense qu'une partie des dispositions que nous proposons collectivement, j'espère qu'elles seront adoptées au Sénat, pourrait empêcher des drames comme cela, parce que nous devons avoir beaucoup plus de rapidité et de fermeté vis-à-vis des mineurs délinquants. Il y a plusieurs points que vous proposez. Vous proposez notamment la question d'une sorte de couvre-feu dès la sortie de l'école, week-end compris. C'est-à-dire que les enfants condamnés, enfin les mineurs condamnés, pourraient sortir pour aller à l'école, mais dès la sortie de l'école, rentreraient chez eux et ne ressortiraient pas le week-end. Est-ce que le problème, c'est pas le couvre-feu, mais le respect du couvre-feu ? Je reprends l'exemple tragique d'Elias. Les 2 jeunes qui ont tué Elias étaient sous couvre-feu. Ils étaient sous couvre-feu à partir de 20h, mais ils étaient sous couvre-feu. Ils avaient également l'interdiction de se fréquenter. On a vu évidemment que ça n'a jamais été respecté. Est-ce que le problème, c'est pas juste l'application, c'est-à-dire dire qu'ils doivent rester chez eux? Oui, mais le feront-ils? Donc il y a 2 choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le juge prend des mesures qu'on appelle d'assistance éducative, c'est-à-dire par exemple de ne pas fréquenter son camarade avec lequel on est violent, par exemple d'être dans un couvre-feu, par exemple d'être suivi par un éducateur. Est-ce que quand c'est pas respecté, est-ce qu'il y a sanction? Ben non. Mais c'est pas parce que les services de l'État sont mauvais, c'est juste que la loi ne prévoit pas qu'il y ait sanction. Ce n'est pas un contrôle judiciaire. Dans un contrôle judiciaire, si on ne doit pas se rencontrer tous les deux et qu'on se rencontre tous les deux, il y a sanction. Et moi, vous allez en prison. Ça veut dire que ces 2 jeunes, ils ont officiellement l'interdiction de se fréquenter depuis Exactement. le 27 octobre 2024. Exactement. Mais en fait, c'est une fausse interdiction. Ça dit interdiction, mais ça n'est pas appliqué. En fait, c'est une interdiction sans sanction. Donc, c'est ça qui ne va pas du tout dans notre droit. Si les policiers avaient contrôlé ces 2 jeunes qui n'avaient pas le droit d'être ensemble juste avant l'assassinat d'Elias, alors les policiers n'en auraient pas tiré de conclusion particulière. Ils ne pouvaient pas prendre les 2 jeunes et les mettre dans un centre éducatif fermé. C'est ça qui ne va pas. Donc d'abord, quand on dit il y a une interdiction, il faut la faire respecter. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est je dis quelque chose, ce n'est pas respecté, il y a une sanction. Donc ce qui manque dans notre droit, c'est la sanction. Il ne s'agit pas de mettre tous les mineurs délinquants dans les prisons. Ce n'est pas ce que je souhaite. Ça n'aurait aucun sens et ça détruirait la vie des mineurs. Il s'agit de dire que quand on prend des décisions, parce que parfois on ne les prend pas, mais quand on prend des décisions, ces décisions doivent être respectées. Donc d'abord, oui, vous avez parfaitement raison, il faut prévoir dans la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je l'ai découvert quand je suis arrivé au ministère de la Justice, il faut prendre des sanctions qui correspondent au fait qu'on ne respecte pas la mesure éducative. Deuxièmement, on voit bien que la plupart des RICS, moi j'ai été maire de ma commune, la plupart des RICS, elles ne se déroulent pas entre 20h et minuit. Elles se déroulent après le collège, après le lycée, en fin de journée. Donc le couvre-feu, dès la fin des cours, dès 16h, 17h, et le week-end. Il n'y a pas de raison de sortir le week-end lorsqu'on a été un mineur délinquant, qu'on ne va pas en prison, mais qu'on doit respecter le fait de ne pas sortir dehors. Ce couvre-feu doit être étendu au week-end, de 17h à 7h du matin, le temps d'aller juste à l'école et de revenir. Et on doit envoyer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, des agents pour constater si le mineur est bien chez lui. Et s'il ne l'est pas,
il va dans un centre éducatif fermé. Donc ce que je veux changer, c'est à la fois la mesure éducative avec une sanction quand elle n'est pas respectée et élargir très largement les demandes de fermeté, de couvre-feu et de présence à domicile. Est-ce que les parents doivent être impliqués dans cette question-là? Est-ce qu'eux aussi auraient à rendre des comptes, en quelque sorte, sur le fait que leur enfant à 17h est à la maison ou non? Ben moi, je le crois pertinemment. Le parent, il a une responsabilité légale vis-à-vis de l'enfant. Il y a des parents qui sont très dépassés par leurs enfants. Je pense aux femmes seules qui élèvent 2, 3 gamins dans des conditions parfois de violence, dans des quartiers difficiles, qui vont travailler la nuit à l'hôpital de Tourcoing, qui ne peuvent pas, parce qu'elles gagnent très peu d'argent, éduquer correctement leur enfant. Ces femmes-là, il faut que nous les accompagnions, que nous les aidions. Il ne s'agit pas de les sanctionner. Je trouverais très salaud de les sanctionner. En revanche, il y a des parents, et on les connaît tous aussi, qui vont insulter les professeurs, insulter les policiers, qui ne viennent pas à l'audience lorsque leur enfant est convoqué devant la justice. Dans le texte défendu par Gabriel Attal, il y a cette idée que les parents, s'ils ne se présentent pas aux audiences, soient sanctionnés. Exactement. Par une amende civile, oui. Le père et la mère. Le père et la mère quand ils existent, parce que malheureusement, souvent ce sont des familles monoparentales. Mais oui, même les quand deux. C'est famille monoparentale, le père, il le existe quelque part. Parfois le père est décédé, parfois le père est retourné au pays, parfois le père a disparu. Voilà, vous savez très bien comment les femmes sont souvent très seules pour élever leurs enfants. Mais oui, lorsque les deux existent, évidemment les deux. Et cette amende civile prévue par la proposition de loi de M. Attal est une très bonne chose. Moi, je voudrais qu'on aille un cran plus loin. Je voudrais qu'il y ait une injonction éducative pour les parents aussi. Aujourd'hui, il n'y a que des assistances éducatives, des injonctions éducatives que pour les enfants, que pour les mineurs. Mais il faut aussi apprendre à être parent. Parfois, on ne sait pas être parent, on ne sait pas respecter les règles, on ne sait pas montrer qu'on a de l'autorité. L'autorité parentale, ça existait dans le Code civil. Donc il faut que les parents puissent avoir une injonction pour être cadrés eux-mêmes pour élever leurs enfants. Et s'ils ne respectent pas cette injonction, s'ils ne suivent pas l'éducation populaire qu'on veut leur imposer, alors oui, il faudra les sanctionner. Donc je pense que les parents ont une place essentielle dans la justice des mineurs. Aujourd'hui, c'est une place qui est très lointaine. Il faut que les Français qui nous écoutent comprennent que quand l'enfant est convoqué, on invite les parents, et les parents ne viennent pas pour la plupart des cas, et il n'y a pas de sanction. Aujourd'hui est rendu justement le rapport sur la parentalité que vous aviez commandé après les émeutes de 2023. Il a été remis hier soir à Catherine Vautrin. Parmi les propositions qu'ils font, il y a notamment cette question du rapport aux parents et en particulier, disent-ils, aux pères. J'ai reçu l'une des deux auteurs de ce rapport ce matin qui disait en fait on est passé de que fait la police à où sont les pères. Et elle dit notamment qu'il faudrait encourager les entreprises à lâcher 4 demi-journées ou même 4 créneaux de 2 heures dans l'année, précisément pour un suivi des enfants. Est-ce que vous y êtes favorable? Que les pères soient beaucoup plus présents, oui, bien sûr. Et il y a une absence des pères dans la société. Je sais que c'est pas de bon ton de le dire, mais c'est tout à fait vrai. Après, je suis pas sûr que ce soit aux entreprises toujours de corriger les défauts de la société ou des parents. Les entreprises, leur boulot, c'est de créer quelque chose, c'est pas de faire parents à la place des parents. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est que l'autorité parentale doit être rappelée. Voilà. Et on doit pouvoir tirer des conclusions de cette autorité parentale qui n'est pas rappelée. Par ailleurs, l'État lui-même est parfois un parent défaillant. Nous sommes mauvais, nous, l'État, nous, la puissance publique, dans la protection des enfants. Parce que par ailleurs, là, vous parlez des enfants victimes et pas seulement des enfants coupables. Parce que souvent, le mineur de 14, 15, 16 ans qui vole des téléphones portables, donne des coups de couteau, trafic de la drogue, il a parfois, pas toujours, mais il a parfois aussi été victime. Vous savez, dans les émeutes de 2023, que j'ai bien connues quand j'étais ministre de l'Intérieur, sur les 3000 gamins que nous avions interpellés, parce que 60% d'entre eux avaient moins de 16 ans, tout au début. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient issus de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire des placements, ce qu'on appelait hier la DAS. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient élevés dans des familles totalement déstructurées pour lesquelles l'État n'a pas su être au rendez-vous de les sortir de leur milieu de violence. Ils avaient été violés, ils avaient été tabassés, ils n'avaient pas accès à l'école, ils ne mangeaient pas. Voilà, ils avaient une vie extrêmement déstructurée. Évidemment, quand un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans est violé, est battu, est déstructuré, il ne faut pas s'attendre que ce soit un adolescent bien cadré. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes sont protégés? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'État, qui a des signalements, protège ces jeunes, les sort de leur milieu? Il le fait en partie, mais il ne le fait pas totalement. Et par exemple, dans le département du Nord, où je suis élu, il y a plus de 300 gamins qui, alors qu'il y a un juge qui a décidé de son placement de ce gamin, ne sont pas sortis de leur famille. Peut-être qu'en ce moment où nous parlons, il est violenté par ses parents. Donc c'est un scandale absolu. L'État est honteux de ce point de vue. Moi, je suis honteux de constater cette chose au ministère de la Justice.
On doit travailler très rapidement avec les départements qui ont également la compétence, avec Catherine Vautrin par exemple, qui est aussi la ministre en charge de ces sujets, pour pouvoir régler ça. Je souhaite que chaque jour utile au ministère de la Justice soit un jour de protection des enfants. Une audience culpabilité, une audience peine, ça vous n'y changez rien? La proposition de M. Attal est très intéressante. Elle prévoit de faire l'audience de culpabilité, je te dis que tu es coupable, avec l'audience de voici la sanction. Donc une réconciliation de ces deux moments. Exactement. Pas partout, pas tout le temps, parce qu'il faut aussi que parfois l'enfant, qui peut avoir 14 ans, n'est pas tout à fait encore construit mentalement. Qui décidera? C'est-à-dire qui décidera du pas tout le temps, mais cette fois-ci oui? Ça dépend de ce qu'il a commis. S'il vole des pommes, comme dans la chanson de Georges Brassens, on peut regarder les choses un peu différemment que s'il donne un coup de couteau. S'il est dans son premier fait, c'est pas pareil que quand il a 12 faits dans son C'est donc casier. le juge qui décidera si oui ou non il estime que la culpabilité et la nature de la peine doivent être rendues ensemble? C'est le procureur de la République qui porte l'action de la société et le juge à la fin tranche.